était attaché à une surcharge de travail. Et donc, initialement, il a pris du repos, il a pris quelques congés, mais ça n'a pas amélioré son problème de ses plaintes principales. C'est comme ça qu'il a continué à prendre un médicament du nom de Mepobamate pour améliorer ses problèmes de sommeil. Alors, mais au fur et à mesure du temps, s'est rendu compte que le Mepobamate ne répondait plus. Et les réponses médicales qu'il a demandé au boulot n'aidait pas à gérer ses problèmes d'insomnie et de fatigabilité. C'est ainsi qu'il est venu consulter. Et à la consultation où nous avons eu le dernier rapport, il y avait rien de particulier, sauf qu'il était juste légèrement obèse. Les examens paracliniques n'ont pratiquement rien montré. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de syndrome inflammatoire, il n'y avait pas de déficit en ions, et la glycémie, le diabète sucré était quand même plus ou moins contrôlé. On a regardé les reins, on a regardé le foie, il n'y avait pas de problème. C'est nouveau. On a cherché certains virus, notamment le VIH, le virus d'hépatite C, il n'y avait pas non plus de problème. Et donc, dans ce contexte, vu l'antécédent de Covid, on a évoqué le syndrome post-Covid. Alors, on s'est dit que le Bepomate n'était probablement pas le meilleur médicament parce que ça entraînait une somnolence matinale et il avait l'impression que le Bepomate ne gérait pas le problème. C'est ainsi qu'on a shifté, on a donné un antidépresseur du nom de amitriptyline et on a suggéré une consultation chez les psychologues. Et je l'ai revu il y a quelques mois. Il me semblait s'améliorer avec cette symptomatologie, avec ce traitement, malgré qu'il n'était pas tout à fait rétabli, mais il a décrit quand même une nette amélioration. Alors ça, c'est un cas juste illustratif de manifestations que nous avons de plus en plus par rapport à la COVID et ces manifestations que nous avons de plus en plus par rapport à la COVID expliquent ce que nous qualifions actuellement de COVID longue. Alors, sur ce, maintenant, pour introduire la thématique d'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire et plus important pour moi de rappeler tout ce que nous connaissons. Nous savons que l'épidémie a commencé là, vers décembre 2019 en Chine, et puis c'est pratiquement étendu sur toute la planète. Et vous voyez les cartes, les zones très rouges, ce sont les zones où l'épidémie a fait beaucoup de dégâts, et l'Afrique est restée plus ou moins épargnée. Alors, l'épidémie évolue par plusieurs vagues. Il y a eu une première vague qui était une vague de début. La deuxième vague était très importante. Actuellement, on est en train de penser qu'il y a des cas de résurgence de vagues dans certains pays. Mais de façon globale, on a l'impression que la maladie s'est un peu tassée. Mais la situation montre quand même qu'il y a des cas. Ça, c'est le dernier rapport de l'OMS du 31 décembre. Vous voyez qu'il y a encore des foyers en Europe, en Asie et en Amérique. Et on dénombre pratiquement 1,189 927 atteints depuis le déclenchement de l'épidémie. Et j'ai vu un rapport des États-Unis. Les Américains se plaignaient du fait qu'il y avait encore par semaine 1500 décès aux États-Unis ces derniers temps. Donc, le problème n'est pas tout à fait résolu. Il y a encore un risque potentiel qui demeure, surtout que le virus subit des mutations. Mais par rapport à ce que je viens de présenter, nous pensons, ou les experts estiment que ça ne représente pas la vraie situation, parce que les cas ne sont pas toujours rapportés et il y a très peu de cas de dépistage. Et donc, probablement que ce que nous voyons, c'est la pointe de l'iceberg, la maladie ou la problématique serait beaucoup plus grave. Mais ce que nous remarquons, c'est que progressivement, il y a une régression de la gravité de la maladie. On a dit que le virus est en train de muter, mais aussi il est possible que la régression de la maladie soit liée aussi à la vaccination. Et cette vaccination entraîne une immunisation, mais aussi on a ce qu'on appelle l'immunité naturelle. Il y a des gens qui ont fait la COVID
et qui ont développé une immunité naturelle. Ce qui fait que l'intensité ou bien l'ampleur de la maladie semble baisser. Mais de façon globale, quand l'épidémie est flambante, nous avons les cas modérés sont les plus nombreux, mais on a des cas sévères qui peuvent conduire à la mort. Et on a remarqué qu'avec l'évolution de l'épidémie, on a des conséquences au long terme. Et ces conséquences au long terme peuvent impacter sur la qualité de vie des patients. Et c'est ce que globalement, on appelle le syndrome post-Covid. Pour la petite histoire de la maladie, la COVID-19 évolue en 3 stades. La première phase, c'est la phase liée aux effets du virus lui-même. Et c'est cette phase qui ressemble un peu à la grippe que nous connaissons. Mais une grippe assez intense avec une fièvre, une toux. Et biologiquement, on a des troubles de globules blancs. La deuxième phase est liée à la réaction de l'hôte. Et c'est à cette phase où les poumons sont souvent atteints et les patients ont une détresse respiratoire qui demande parfois une hospitalisation. Et la troisième phase, la quantité de virus aura diminué, mais cette phase-là, c'est une phase malheureusement qui peut être mortelle et c'est lié au fait que la réaction du système immunitaire de l'organisme est très intense et ça peut conduire à un choc, ça peut conduire à une défaillance de plusieurs organes et entraîner la mort. Ça, c'est la COVID aiguë classique que nous connaissons. Et donc, classiquement, les manifestations de la COVID aiguë durent 4 semaines. Et on a vu qu'il y a un certain nombre de patients chez qui les manifestations peuvent aller jusqu'à 3 mois. Alors, il y a des difficultés ou je dirais même des controverses par rapport à la traduction parce que les anglo-saxons et les francophones ont des appellations différentes. Pour les francophones, quand les symptômes durent jusqu'à 3 mois, on parle de COVID continue ou de manifestations continues de COVID. Et la COVID longue, très souvent, c'est réservé au fait qu'il y a une persistance des symptômes au-delà de 12 semaines ou bien une réapparition des symptômes initiaux au-delà de 12 semaines. Et ces symptômes ne doivent pas avoir d'autres explications comme chez notre patient. Le bilan présenté était tout à fait normal. On ne trouvait pas ce qui veut expliquer cette fatigabilité, cette nervosité et ces insomnies. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de recul. On ne sait pas combien de temps ces manifestations peuvent prendre parce que la COVID, elle date d'il y a 3-4 ans. Donc, il y a des gens qui ont eu des manifestations, qui ont présenté la COVID lors de la première phase, mais qui continuent à présenter ces manifestations une année après. Donc, on ne sait pas dire actuellement combien de temps ces manifestations peuvent prendre. Et ces manifestations, la plupart sont des manifestations qui touchent le système nerveux et les voies respiratoires. Ce sont les manifestations les plus fréquentes, mais on a des manifestations qui peuvent toucher tous les autres organes, qui peuvent entraîner des douleurs multiples, qui peuvent entraîner des pertes d'odorat. Ça, on a connu ça à Bukavu pendant l'épisode de Covid. Il y a des gens qui ont des problèmes de libido. Donc, les manifestations sont variées, ils peuvent toucher tous les organes, mais principalement sont d'origine nerveuse et respiratoire. Alors, quels sont les groupes à risque en introduction, c'est une nouvelle entité. Et donc, de plus en plus, avec l'évolution de la science, on découvre d'autres groupes à risque. Mais les groupes à risque connus, ce sont les patients âgés, du sexe féminin, ceux qui ont d'autres maladies, ceux qui ont fait une symptomatologie sévère ou très variée à l'entrée. Symptomatologie sévère, c'est souvent ceux qui ont été ventilés, ceux qui ont eu à recevoir une réanimation respiratoire. Le sujet non vacciné sont à risque. Et on a remarqué qu'en comparant les différentes vagues, ceux qui ont eu la maladie lors de la première vague sont plus à risque parce que le variant Omicron est un peu différent des autres variants. Et ceux qui ont eu la maladie lors des premières vagues ont présenté beaucoup plus de symptômes de COVID long que les autres. Et ceux qui avaient une charge virale élevée, donc la quantité de virus dans le sang, ceux qui étaient fortement impactés, font plus de syndrome post-COVID. Et
pour ce qui est de l'explication de ce syndrome post-Covid, là aussi, il y a une certaine évolution parce que, comme je l'ai dit, de plus en plus, on découvre de nouvelles explications. Mais ce qui est connu, c'est que chez certains patients, les virus ne disparaissent pas totalement. Il y a des petits sites du virus dans certains organes qui peuvent expliquer cette COVID longue. Les complications du COVID sur le plan pulmonaire ou sur le plan des tissus, donc il y aura une destruction avec fibrose des tissus qui vont faire que ces tissus seront désoxygénés pendant longtemps. Le virus peut entraîner une anomalie de l'immunité de façon globale. On a remarqué aussi que certains patients, il y a une augmentation de la perméabilité d'une structure qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui va faire en sorte qu'il y aura passage de plusieurs neurotoxines vers le cerveau, alors que ces neurotoxines sont arrêtées par cette barrière. Et ça peut expliquer certaines manifestations chroniques. Mais on ne néglige pas aussi la part de ce qu'on appelle la stigmatisation. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la COVID. Dans certains pays, certaines personnes ont été isolées de la communauté, certaines ont été mises en quarantaine. Et donc, on pense que ça aussi, ça joue une part. Et la dernière trouvaille, c'est qu'on a trouvé que le virus avait aussi des récepteurs au niveau de l'intestin. Et cette atteinte virale perturbe ce qu'on appelle la flore intestinale, qu'on appelle microbiote. Et c'est une flore très capitale dans la régulation de l'immunité. Et c'est une flore qui est très capitale dans la protection contre certaines maladies. Et donc, chez les patients qui ont fait la COVID, cette flore est détruite, elle est modifiée. Et donc, ça expose à certaines maladies chroniques connues dans le vocable de COVID longue. Alors, qu'en est-il de la prise en charge? Je vais peut-être vous décevoir parce que dans l'introduction et dans le sujet, j'ai parlé des actualités en 2024. Je serais désolé de vous dire que pour le moment, il n'y a pas encore de consensus à proprement parler sur les traitements. On s'accorde sur certains points généraux, sur des facteurs généraux, mais les traitements sont variés. Il y a plusieurs études actuellement sur certains traitements. Il y a plusieurs données scientifiques sur la comparaison ou les effets de certains traitements. C'est ce que je vais vous partager ici. Mais de façon globale, ce qu'on recommande, c'est que principalement, il faut faire un traitement symptomatique. Comme on a beaucoup de manifestations allergiques, c'est-à-dire des douleurs, tout ça, les antalgiques et les VNS peuvent aider. Une des manifestations aussi très fréquentes, c'est la fatigue chronique. Et là, chez certaines personnes, on recommande du repos. Et aux États-Unis, par exemple, il y a une loi qui permet à certains patients qui ont des syndromes post-Covid de travailler à 50%. Ils sont protégés par l'État. Donc, ce repos-là permet à la personne de se réhabiliter progressivement. On a des patients qui ont gardé des séquelles physiques ou respiratoires, notamment une fibrose respiratoire. Là, c'est la réhabilitation. La réhabilitation peut se faire sous forme de kiné, une kiné respiratoire, mais ça peut aussi une kiné, une physiothérapie pour certaines personnes qui ont une douleur articulaire et ça aide à relaxer. La psychothérapie est importante aussi, comme je l'ai dit, qu'il y a une part importante des effets liés à la stigmatisation. Et le traitement pharmacologique vient en dernier lieu. Dans le traitement pharmacologique, il y a deux volets. Il y a un volet général, c'est-à-dire un volet préventif qui peut aider à empêcher à ce que des manifestations de la COVID longue apparaissent. Mais il y a aussi un volet spécifique qui ne cible que certaines manifestations. Malheureusement, ce volet spécifique comprend certains traitements qui sont introduits quand les premières manifestations se présentent. C'est ce que je vais présenter tantôt. Alors, spécifiquement, comme on l'a dit dans la physiopathologie, la plupart des manifestations de la COVID longue sont liées à l'inflammation chronique. Et cette inflammation chronique peut être liée à la présence du virus dans certains réservoirs, mais cette perturbation chronique du fonctionnement de certains organes est aussi liée aux effets du virus au niveau du vaisseau. Et donc, la destruction primordiale des vaisseaux explique certaines manifestations de la COVID aiguë, mais aussi les manifestations de la COVID longue. C'est comme ça qu'il y a eu plusieurs études qui ont évalué les effets de certains médicaments directement sur les vaisseaux.
Par exemple, il y a ce médicament, le sulfodoxine, qui est un analogue d'une structure qu'on retrouve dans l'endothélium, c'est-à-dire dans la paroi du vaisseau. Et cette molécule permet de restaurer la paroi des vaisseaux et donc de réhabiliter le vaisseau et de faciliter l'irrigation de l'organe touché. On a aussi, il y a eu des études qui ont trouvé l'efficacité de la vitamine C après la COVID. Et donc, ça permet aussi de stabiliser la membrane de certains vaisseaux et donc de restaurer l'intégrité du vaisseau. Et ça, c'est plus indiqué quand le patient a des syndromes respiratoires, notamment une dyspnée. Il y a des gens qui ont une toux sèche qui traîne. Il y en a qui ont des douleurs thoraciques. Pour les manifestations cardiaques, la plupart des manifestations cardiaques décrites sont sous forme de troubles des rythmes. Et ici, les bêta-bloquants ont leur place, notamment les métropolols, le carvedilol. Ce sont des médicaments qui ont montré une efficacité. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants. Quand il y a des signes d'intolérance, on a d'autres études qui ont montré que les inhibiteurs calciques, comme la dalate, peuvent aider à résoudre le problème. Mais il y a une étude qui a montré un effet bénéfique de l'association entre une anticoagulation orale et donner des statines. Les statines sont des médicaments qu'on donne dans les troubles lipidiques. Après la COVID, si vous prolongez la prise de ces anticoagulants, de ces statines, vous diminuez en effet de façon importante les effets inflammatoires chroniques sur certains tissus, sur certains organes, et ça permet de prévenir certaines complications. Et ça permet aussi de prévenir la survenue de la COVID longue. Aussi sur l'immunité, comme on l'a dit, il y a une perturbation de l'immunité adaptative et spécifique. Il y a une étude qui a montré l'effet des oméga-3. Et il y a même une autre qui a montré l'effet des oméga-3 retrouvés dans les poissons. L'huile de poisson contient une grande quantité d'oméga-3. On peut l'utiliser de façon alimentaire, mais on peut l'utiliser sous forme de médicament. Et l'étude a montré un effet protecteur important sur la survenue de COVID longue. Et on connaît les mécanismes par lesquels il agit. Donc, il stimule l'immunité humorale, il agit sur l'agrégation plaquettaire, donc il inhibe cette agrégation, il empêche qu'il y ait une hypercoagulabilité et il agit sur le phénomène qu'on appelle stress oxydatif. C'est ce phénomène-là qui explique les dysfonctionnements des vaisseaux. Et on a trouvé que les oméga-3 alimentaires ou bien sous forme de médicaments peuvent avoir un impact très important sur le recouvrement de la fatigue chronique et même de l'anosmie. Autre complication ou autre traitement spécifique, c'est par rapport à la fibrose pulmonaire. Et là, on a des bonnes études qui montrent des effets bénéfiques de l'usage des corticoïdes. Vous savez que les corticoïdes ont un effet antifibrotique. Et donc, les gens qui ont une détresse respiratoire qui traîne, les gens qui ont une toux qui traîne, la prise de corticoïdes peut aider à résoudre cette fibrose pulmonaire et résoudre le problème. On a aussi utilisé un médicament qu'on donne parfois chez les patients asthmatiques, le montelukast, et qui agit sur le lécotriène, qui est aussi une protéine inflammatoire. Et donc, s'il antagonise ces récepteurs, il peut diminuer l'inflammation chronique à ce niveau. Et donc, dans certaines circonstances, le montelukast peut être associé aux corticoïdes et améliorer la fonction respiratoire. Il y a aussi une dernière étude qui a été menée récemment sur l'effet de la colchicine. Ce n'est pas une étude qui est finie. Elle continue. Les premières données ont été publiées. Ça montre un effet bénéfique de la colchicine qu'on donne dans la goutte. Parce qu'on a remarqué que la colchicine avait aussi un effet antifibrotique. Et donc, on a remarqué que certaines personnes qui avaient une insuffisance respiratoire liée à la COVID, la colchicine améliorait de façon efficace cette insuffisance respiratoire. Alors, qu'en est-il des troubles neurologiques et les troubles olfactifs? Pour les troubles neurologiques, surtout centraux, les antidépresseurs ont montré dans plusieurs études un effet bénéfique.
surtout si parfois ils sont associés aux statines. Et donc, chez notre patient, on lui a donné l'antidépresseur, on a donné la mitriptyline, on a remarqué que, même de façon subjective, a trouvé que ça améliorait son sommeil, contrairement aux métropomates qu'il prenait. Et donc, dans toutes les recommandations, les antidépresseurs ont leur place. Dans les troubles olfactifs, il y a un problème parce que certains auteurs pensent, certains auteurs ont pensé que si vous suivez les patients, si ces troubles ne sont pas sévères, parfois ça se résout de soi-même. Les troubles olfactifs disparaissent de soi-même. D'autres ont trouvé que malgré les traitements, il y a des récidives. Il y a eu des cas de récidives de troubles olfactifs après 6 mois de résolution. Et donc, il y a plusieurs études actuellement par rapport aux données qui peuvent, aux traitements qui peuvent être proposés, notamment les corticoïdes, notamment certaines vitamines qui ont un tropisme pour le système nerveux, notamment la vitamine A et la vitamine E. Il y a une étude qui a montré l'effet de l'ivermectine. C'est un médicament que nous donnons souvent dans certaines maladies parasitaires. Et quand vous le vaporisez sur les voies nasales, ça permet de diminuer l'inflammation locale sur l'inflammation chronique et on a remarqué un effet bénéfique de ce médicament. Et il y a une étude récemment qui a montré que certaines vitamines, notamment la vitamine C, la vitamine D, après l'épisode COVID, si vous le donnez de façon chronique, ça permet de diminuer de façon intense les effets de l'inflammation, les effets sur les vaisseaux de la COVID et ces effets qui expliquent la COVID longue. Et donc, dans certains pays, après ils commencent la vitaminothérapie dès l'hospitalisation. Pendant que vous êtes hospitalisé, pendant le traitement, vous avez la vitamine D injectable et en post-op, faites un relais avec la vitamine D orale. Ça permet de prévenir les effets à long terme et ces études ont montré quand même un effet important. Je vous parlais de la dernière trouvaille par rapport aux probiotiques. Les probiotiques, ce sont des champignons qu'on donne parfois qui aident à réguler la flore intestinale. Et le fait de réguler la flore intestinale, ça empêche la survenue de certaines maladies. Et la COVID ici a montré qu'il y a une action à ce niveau, au niveau de l'intestin, et cette action altérait cette barrière, qui est une barrière protectrice. Et les probiotiques, on les retrouve sous forme de médicaments. Ici, chez nous, localement, les probiotiques, on peut les retrouver dans certains aliments, notamment le lait appelé localement ici à Bukavu Machanga. Ça contient beaucoup de Saccharomyces. Ça peut être utilisé sous forme d'aliments, mais ça peut être utilisé sous forme de médicaments. Et on a remarqué dans certaines études une amélioration importante des patients qui ont reçu ces probiotiques. Voilà les pistes de traitement quand c'est fait de façon ciblée. Mais vous pouvez faire une prévention non spécifique. La prévention non spécifique, toutes les études sont unanimes que la vaccination protégeait de façon importante contre la survenue de ce syndrome post-Covid. Et donc, si on comparait deux groupes de patients, les vaccinés et les non vaccinés, ceux qui font la COVID, les non vaccinés font plus de syndrome post-Covid que les vaccinés. Deuxième atout, il y a des études qui ont montré l'effet bénéfique de la metformine pendant l'épisode de COVID, c'est-à-dire pendant que la personne fait l'épisode aigu, qu'elle soit diabétique ou non, surtout chez les obèses, on a remarqué que la metformine diminuait de moins de 40% les risques des syndromes post-COVID. L'explication n'est pas très bien connue, mais on sait que la metformine a une action, une petite action anti-lipogénique au niveau du foie. Et on a remarqué que la lipogénèse exagérée est un facteur qui entretenait l'obstruction des vaisseaux. Et voilà pourquoi même vous avez vu que les statines ont un effet bénéfique sur les patients avec COVID. Mais l'explication n'est pas encore très claire. Et donc, ça peut être donné aussi chez les obèses avec ou sans diabète. Et enfin, il y a un antiviral qui est donné, un antiviral oral. Ça fait partie des médicaments qui ont été acceptés, autorisés à traiter la COVID.
Et là, il remarqué que cet antiviral, dans les études que j'ai parcourues, pouvait réduire d'un quart les risques de syndrome post-Covid. Et donc, voilà un tout petit peu les, les recommandations. Vous voyez qu'il n'y a rien de spécifique, mais ce qui est important, comme je l'ai dit, la vaccination ou l'immunisation globalement diminue les risques de ce syndrome post-Covid. Et donc, on devait plus se focaliser sur ce type d'attitude. Et en fonction de l'atteinte, il faut cibler le mécanisme tel que je l'ai dit, cibler la molécule qui agit sur le mécanisme. Et donc, en cours de conclusion, avant qu'on passe dans les échanges, vous avez vu que la COVID, bien sûr que c'est une maladie aiguë, mais les manifestations peuvent être chroniques, peuvent persister, et ces manifestations peuvent toucher plusieurs systèmes dans ce qu'on a appelé la COVID long. Et la physiopathologie, chaque jour qui passe, est en train d'être enrichie. Et de la même façon, par rapport au traitement, les traitements sont enrichis en fonction de la compréhension de la physiopathologie. Et comme je l'ai montré, l'immunisation reste un des meilleurs atouts. Mais si la maladie est là, si la COVID longue est là, vous pouvez essayer un traitement spécifique ou un traitement général et ça peut vous permettre d'améliorer la qualité de vie parce que, comme je l'ai dit, après la résolution de la maladie, ce qui gêne les patients, c'est que sa qualité de vie est perturbée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, professeur Tony, pour cette brillante présentation et qui nous donne plus d'éléments, qui nous enseigne encore plus sur ce monstre que la COVID-19 et qui a généré la COVID longue. Je dirais que la prévention doit être la meilleure des choses pour ne pas avoir la COVID-19. Certes, les cartes qui nous ont été projetées ont montré les lieux où il persiste encore la maladie ou là où la maladie a repris son activité. Il faut comprendre que les mesures de prévention qui avaient été conseillées en son temps étaient contraignantes. Et, ces mesures étaient contraignantes dans la mesure où la population en avait marre et il fallait laisser tomber. Mais en laissant tomber, on voit cette dynamique de la maladie qui revient. Ce n'est pas seulement en laissant tomber les mesures de prévention, mais il faut dire aussi que le virus connaît des mutations, mais en connaissant les mutations, et elle remet la maladie sous d'autres formes, soit avec une virulence constatée ou une certaine forme de résistance qui fait échapper la maladie, qui fait échapper le contrôle du laboratoire sur le virus. On ne le voit pas et on ravage. On peut épiloguer longtemps sur les types de résistance, mais est-il que, comme l'a dit notre expert, c'est de jour en jour qu'on comprend certains aspects de la physiopathologie de la maladie, ce qui fait améliorer aussi les tentatives de prise en charge en essayant tel ou tel médicament qui donne ou pas de bons résultats, mais nous n'avons pas encore des reculs pour juger de l'efficacité de tout ce qu'on a essayé de donner jusque-là.
Avant de passer la parole à l'assistance, je voudrais mettre une certaine inquiétude sur l'utilisation de corticoïdes chez des personnes qui ont le diabète. Comment pouvons-nous nous en sortir chez ces personnes-là et qui ont des séquelles au niveau respiratoire et que on a vu déjà que les corticoïdes pouvaient améliorer leur situation. Voilà ce que je pouvais dire en commentaire avant de passer la parole à l'assistance. Merci, Prof. Tony. Nous avons ouvert le débat. Est-ce que quelqu'un peut se jeter à l'eau comme un premier intervenant avec une question? Ok, on a un intervenant. Merci beaucoup. Moi, c'est Chance Mongane. Je suis infirmier aux soins intensifs et j'ai travaillé au CTFO. Nous avons observé beaucoup de choses. La plupart des malades qui ils venaient avec des comorbidités telles que le diabète. Or, nous avons remarqué que presque pour tout malade qui est sous corticoïdes, comme hydrocortisone ou autre, ou dexaméthasone, il développe des hyperglycémies. Pour la plupart des malades qui ont ces problèmes de Covid, ils sont soumis à ce traitement. Comment se comporter? Je ne sais pas si vous, Merci pour la question. je sais pas si vous m'avez bien suivi. Comment se comporter? Puisqu'on aura un souci par rapport à l'hyperglycémie que provoquera ces médicaments, les corticoïdes. Merci. Je pense que ça rejoint votre Merci. inquiétude. Alors, Allô, professeur? oui, oui. J'ai demandé, est-ce qu'on y va question par question ou par groupe de questions? Parce que je vois M. Ali Moussa. Je pense qu'on peut y aller question par question. OK. Oui, c'est vraiment une inquiétude, c'est vrai. Parce que souvent, quand on donne une cothérapie, ce n'est pas un traitement de 2 ou 3 jours. Parfois, ça prend plusieurs jours. Alors, ce qui est recommandé, c'est que quand vous donnez des corticoïdes chez un patient diabétique connu, vous majorez les doses de médicaments qu'il a. Si c'est l'insuline, vous augmentez les doses d'insuline. Si ce sont les antidiabétiques, vous augmentez les doses d'insuline. Mais c'est vrai qu'il y a des gens chez qui on est obligé d'arrêter carrément les corticoïdes. Alors, il y a eu des études qui ont montré que, par exemple, pour les symptômes qui sont euh, localisés au niveau de voie respiratoire, au niveau des narines, par exemple, l'anosmie, là, les corticoïdes qu'on utilise, ce sont des corticoïdes en spray. Ça ne diffuse pas beaucoup en voie systémique et donc ça ne perturbe pas beaucoup la glycémie. Donc, si ce patient-là, on peut utiliser en spray. Mais chez les autres patients, c'est un phénomène réel et il y a certains auteurs qui, ont, qui sont en train d'étudier, ça je n'ai pas les résultats en tête, qui sont en train d'étudier les traitements intermittents. On sait bien que quand on donne des corticoïdes sur une longue durée, là, ça peut perturber la régulation du mais si on les donne sur une courte durée, les effets sont moindres. Donc, ils sont en train de penser à un traitement intermittent corticoïde dans les COVID longues. Mais je n'ai pas les résultats de leur étude en tête. On est obligé de manager au cas par cas. C'est-à-dire, vous augmentez la dose des médicaments classiques. Si ça ne marche pas, vous êtes obligé d'arrêter ou bien vous utilisez d'autres immunosuppresseurs. Il y a des médicaments qui ont un effet d'immunosuppression mineur. Comme à l'époque, on utilisait l'équivalent de la chloroquine, cet effet immunosuppression mineur peut être justement aussi utilisé pour diminuer l'inflammation au niveau de certains tissus. Voilà pour ce que c'est comme question à ce niveau, mais je comprends bien l'inquiétude des praticiens. Merci, merci, professeur. Nous allons passer la parole à Monsieur Ali Moussa pour sa question.
Merci, professeur. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci, merci vraiment pour cette brillante présentation. Je suis Ali Moussa. Je suis DS Promo ici au Burkina. Donc, j'ai bien suivi cette présentation qui est vraiment riche en enseignements. Et ma question était sur les anticoagulants, là. Les anticoagulants que vous avez dit prophylaxie, qui peut entraîner, je n'ai pas bien compris cette partie, les anticoagulants à long terme peut entraîner des complications. Parce que des fois, nous voyons que le SARS-CoV-2 peut entraîner des embolies pulmonaires. Et beaucoup de patients sont sous traitement, d'autres sont jusqu'à 6 mois sous sous les d'autres sont sous des rivaroxaban là, donc jusqu'à 6 mois. Est-ce que ça aussi, il y a des complications par rapport à son COVID? Et pour la metformine, on a vu que vous avez dit que dans d'autres études ont parlé qu'on peut utiliser la metformine chez les patients obèses. Mais ça aussi, je ne sais pas si on peut nous détailler un peu par rapport à ça. Euh, Oui, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a une autre interprétation. Allô? Je ne sais pas s'il y a Euh, une on- il y a, interprétation. il y a une coupure, il y a une coupure, on ne vous a pas suivi. Quand vous avez parlé de la metformine, on ne sait pas si vous avez terminé votre intervention ou bien vous aviez encore une question, Monsieur Ali. Oui, 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 je continue alors. Allô? Vous me recevez? Oui, nous captons. Oui, oui, comme vous avez parlé sur la metformine qu'on peut utiliser sur les patients obèses. C'est ça, nous voulons savoir comment c'est que c'est un antidiabétique oral. Je ne sais pas. Est-ce que les patients qui ne sont pas diabétiques ou bien les patients obèses qui font des épisodes d'hypoglycémie, est-ce qu'on peut aussi euh, les administrer la metformine? Et par rapport au spray, est-ce qu'on peut utiliser les corticoïdes par voie orale en même temps corticoïdes par voie inhalée, quoi? Vous avez terminé, Monsieur Ali? Merci. OK. Professeur, vous pouvez lui Merci, répondre. merci beaucoup pour ces questions. En fait, pour les anticoagulants oraux, je n'ai pas parlé de complications. Au contraire, je dis que c'est bénéfique. Il y en a même qui recommandent de les prolonger longtemps après la COVID. C'est bénéfique surtout les nouveaux anticoagulants, apixaban, rivaroxaban. Il y a des études qui montrent que plus vous les prolongez plusieurs semaines après la COVID, moins vous avez de manifestations de COVID long. En fait, c'est vraiment recommandé, c'est pas que c'est contre-indiqué. Par rapport à metformine, c'est vrai que c'est un antidiabétique oral, mais il faut savoir c'est que sur le diabète, il agit par diminuer ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Et cette résistance qui diminue est liée à ses effets sur la lipogénèse hépatique, c'est-à-dire la production des graisses au niveau du foie. Et donc voilà pourquoi chez certains obèses, à une époque même, on le préconisait chez certains patients qui ont ce qu'on appelle une stéatose, une accumulation de graisse dans le foie, que vous soyez diabétique ou pas, ça diminue cette stéatose. Et donc en diminuant cette lipogénèse hépatique, vous diminuez l'insulinorésistance. Et comme je l'ai dit, parmi les facteurs procoagulants, il y a les triglycérides et il y a certains lipides athérogènes qui peuvent intervenir dans l'hypercoagulabilité et entraîner des thromboses. Voilà pourquoi, voilà comment la metformine peut potentiellement avoir des effets bénéfiques. La troisième question, c'est par rapport aux corticoïdes. La question est de savoir est-ce qu'on peut associer le corticoïde au mot inhalé. Ça dépend des circonstances. Par exemple, lors de l'épidémie de Covid, il y avait des patients qui avaient une détresse respiratoire importante avec une fibrose débutante. Et pour essayer d'avoir les effets inflammatoires de façon combinée, en aiguë, vous pouvez associer les corticoïdes inhalés et les corticoïdes par voie générale. Mais pour la COVID longue, hein, il n'y a pas d'indication d'associer les deux, à moins qu'il y ait des observations d'accès de bronchospasme. Là, on peut de façon temporaire les associer. Mais c'est surtout dans la COVID aiguë où parfois il y a des indications de ce type.
Voilà. Monsieur Ali, je ne sais pas si vous êtes satisfait de ces explications et vous avez encore la main levée ou c'est peut-être l'ancienne. À vous. Oui, merci, oui, je suis satisfait vraiment de la réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bon week-end. Il y a deux questions ici sur place. Oh, OK. Vous avez la parole pour la première pour la première personne. Bonjour à tous, moi c'est Fini Salomon, je suis médecin. Ma question est de savoir par rapport à la vitaminothérapie, est-ce que la vitamine C, puisque selon la littérature, elle est incriminée à la survenue des calculs au niveau rénal. Est-ce qu'une prise à longue durée de la vitamine C en cas de prévention, est-ce que ça n'a pas de répercussions sur la survenue des calculs? Mais également, j'ai une autre question, ça concerne la prise de bêta-bloquants. Je pense que ça serait mieux de faire un ECG avant l'instauration du bêta-bloquant sur tout patient pour qui on aimerait traiter par le bêta-bloquant. Merci, c'est tout comme question pour le soir. Merci Merci, beaucoup, docteur. docteur. Je commencerai Allez-y. par la deuxième question. Par rapport au bêta-bloquant, c'est évident. Donc, on ne le met pas au hasard. Il faut vraiment s'assurer que l'état cardiaque du patient le permet. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne tolèrent pas, chez qui la fonction cardiaque s'altère. Quelqu'un qui a une insuffisance, ça dépend de quel type de bêta-bloquant vous allez mettre. Donc, il faut une exploration minimale du cœur. Par rapport à la vitamine C et D, je pense que vous avez raison. Même pour la vitamine D, il y a des complications, notamment sur le métabolisme du calcium. Et les études, justement, quand les études montrent les effets bénéfiques, j'ai vu qu'à la fin, ils se posent la question en disant est-ce que ce sont des médicaments qui peuvent être maintenus au long cours ou pas? Le grand problème de ces maladies récemment émergentes, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul. Même un médicament qui est instauré aujourd'hui, on ne sait pas si après 2 ou 3 années, on va assister à des complications. C'est ainsi que dans les études, dans les présentations qui sont en ligne, c'est souvent sur une courte durée, 10 à 2 semaines, de 10 jours à 2 semaines de traitement. Mais pour la vitamine D, j'ai vu qu'il y a une recommandation où ils sont allés jusqu'à 6 semaines de vitamine D. Mais je ne saurais pas vous dire si réellement il y a eu des cas de calcul rénal ou d'autres complications de ces médicaments. Merci, professeur. On peut donner la parole à la deuxième personne qui a demandé la parole. À vous. Merci. Moi, c'est Diego Apodire, infirmier au département de chirurgie à l'hôpital professeur général de référence de Francis. Ma préoccupation serait basée sur un patient avec une Covid longue euh, qui bénéficierait d'une intervention chirurgicale. J'aimerais avoir une précision, est-ce qu'il y a une préparation spécifique préopératoire ou une prise en charge spécifique par rapport à son cas après l'intervention que cette personne-là peut bénéficier, contrairement aux autres malades qui peuvent bénéficier de la même intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une bonne question. Je pense que comme praticien du bloc opératoire, il y a deux choses qui inquiètent ceux qui travaillent. La première chose, c'est savoir si en aigu, pendant l'intervention, le patient n'a pas de problème pour lui-même ou bien le patient ne présente pas un danger pour l'équipe. Ça, c'est le premier problème. La première question. La deuxième question, c'est par rapport au post-op. Moi, je suis inquiet de savoir est-ce qu'il n'y aura pas de complications en post-op. Alors, dans les deux cas, en pré-op, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de crainte pour l'équipe médicale. Parce que normalement, le patient qui fait une COVID longue n'a plus de virus transmissible en lui. Il y a une dérégulation juste de l'immunité, il ne peut plus transmettre la maladie. Et donc, même quand vous faites la PCR,
sur le bilan, il est souvent négatif. Donc, l'équipe médicale n'a pas à s'inquiéter. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la COVID, les manifestations, les complications qu'elle donnait, ce sont des complications agissant sur la coagulation, sur l'hémostase. Et donc, il faut faire attention à ce genre de patients. S'il y en a qui ont gardé des antiagrégants comme l'aspirine, s'il y en a qui ont été mis sous anticoagulants, ce sont les deux médicaments qu'il faut bien checker et arrêter avant une intervention majeure. Ça, c'est en PO. Et il n'y a pas d'autres complications. Un élément additionnel en PO, certains des patients ont une fibrose respiratoire chronique. Et donc, ça va entraîner une désaturation chronique. Je pense que de ce côté-là, si vous avez un antécédent de COVID chez un patient, il faut prendre sa saturation, s'assurer qu'il sature bien. Parce qu'il peut brutalement saturer en opératoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent une hypoxie chronique que les patients tolèrent souvent. Il peut être en 91, 90 et il va les tolérer parce que c'est chronique. Maintenant, quelles sont les complications en post-op? En post-op, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien suivre ce genre de patient. Le problème qui persiste au niveau des vaisseaux, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la dysfonction endothéliale. C'est-à-dire la paroi des vaisseaux devient un tout petit peu sensible à certains stress. Le stress, ça peut être une infection, ça peut être même une intervention sévère. Et donc, c'est un patient de le suivre parce qu'il y a un risque, et ce risque-là, c'est un risque qui est, je dirais, potentiel. Il risque d'activer la coagulation. C'est quelqu'un qui peut avoir une activation post-op de la coagulation et expliquer des thromboses. Et donc, ce sont des patients qu'il faut mobiliser précocement en post-op. Et si vous trouvez qu'il a des comorbidités, il y a d'autres maladies, on peut déjà le mettre sous anticoagulants injectables en prévention. Mais c'est un risque potentiel, mais qu'il faut minimiser, sinon vous risquez de perdre votre patient. Oui, professeur, je pense que... Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui voudrait avoir des explications sur une préoccupation qu'il a. Si nous n'avons plus de questions à poser au professeur, nous allons lever la séance. Je remercie tous les participants qui sont en ligne, comme ceux qui sont en présentiel, de leur assistance, de leur contribution dans les interventions, les différentes interventions. Allô, papa dit un petit moment, un petit moment. Je clôture la session. Merci. Alors, excusez-moi, j'ai répondu à un appel qui vient de l'extérieur. Je vous remercie tous pour vous être mobilisés pour cette session et avec tous les échanges qu'on a eus. Je veux remercier spécialement aussi le professeur Shindano qui nous a préparé cette leçon didactique. Nous le remercions beaucoup pour les autres interventions qu'il a eu à faire au cours de l'année passée. Et nous pensons que ce ne sera pas la dernière fois pour animer d'autres webinaires, pas seulement sur la COVID longue, mais sur différents sujets euh, dans la prévention et contrôle des infections. Aux participants, je voudrais souligner le fait que nous constituons une famille qu'on appelle ECO. Hein, c'est autour de ça que nous nous retrouvons. Et je voudrais vous dire aussi que
toutes les communications que nous faisons, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Pascal peut vous donner l'adresse, mais l'effort sera fait en ce début d'année pour que tout ce que nous présentons se retrouve aussi sur notre site web. Comme ça, vous pouvez les lire et les consulter. Nous sommes samedi, c'est la fin de la semaine. Je souhaite à tous un bon week-end. Merci. Pareillement. Merci. Vous, Oui. pareillement. Merci Merci. beaucoup. Pareillement, bon week-end. Merci. À plus. Merci, professeur. Merci beaucoup à vous aussi.